Bonjour à toutes et à tous. Pendant le mois d'août, je me propose de remettre en ligne 4 des thématiques diffusées ces dernières années, dont je crois que vous aurez plaisir à les découvrir si vous n'étiez pas déjà de nos auditeurs lors de leur première mise en ligne ou si vous les aviez manquées, ou à les redécouvrir. Le 13 août, nous retrouverons Caroline Fourest pour son livre Génération offensée, sous-titré De la police de la culture à la police de la pensée, livre dans lequel elle alerte contre la montée en France d'une gauche moralisatrice identitaire déjà très répandue aux États-Unis, que sa vision confuse de l'antiracisme pousse non pas à réclamer l'éradication des préjugés, mais un traitement particulier au nom de l'identité. Le 20 août, avec le sociologue Lou Wolf, nous nous intéresserons à l'évolution des pratiques culturelles des Français à la lumière d'une enquête réalisée pour le ministère de la Culture et qui met en lumière l'importance prise par le numérique pour le meilleur et pour le plus discutable. La dernière de ces remises en ligne, le 27 août, sera consacrée à la situation de la psychiatrie. Elle aura pour invité Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes et chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Ce sera l'occasion d'éclairer la situation de cette discipline et de revenir sur ce qu'elle nous a appris pendant et après cette pandémie que nous avons un peu vite passé au profit et perte de notre mémoire collective. Dès le 3 septembre, nous reprendrons le cours de nos conversations inédites avec une thématique consacrée au retour de la droite en Europe, dont l'invité sera Dominique Régnier, président de la Fondapol, que je recevrai avec Jean-Louis Bourlange et Marc-Olivier Padis. Le dimanche suivant, 10 septembre, nous reprendrons le cours de nos enregistrements publics à l'école alsacienne. Les inscriptions sont ouvertes. Mais pour l'heure, l'invité de cette première de nos remises en ligne est Georges Forestier, et le sujet en est Molière. Dans sa biographie à succès, Georges Forestier a dépouillé Molière des différentes couches d'oripeaux dont on l'avait revêtu au fil des 3 siècles et demi qui nous séparent de sa mort. Il sera également question, au cours de cette conversation, de la version du Tartuffe en 3 actes, établie et présentée comme originelle par Georges Forestier et des désaccords qu'elle a suscités. Voici donc maintenant notre rencontre avec Georges Forestier. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, pour cette émission thématique qui sera consacrée à Molière et pour laquelle nous recevons Georges Forestier. Georges Forestier, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Georges Forestier, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous êtes docteur d'État, vous avez enseigné au Portugal, à Rouen, à Reims, à la Sorbonne Nouvelle, puis à Sorbonne Université. Vous avez dirigé le Centre d'études de la langue et des littératures françaises. Vous êtes l'inventeur de la génétique théâtrale, dont sans doute nous reparlerons, génétique théâtrale sur laquelle vous vous êtes appuyé pour étudier Pierre Corneille, puis Jean Racine, puis Molière. Votre livre sur Molière, paru chez Gallimard, a reçu un excellent accueil. Il a été précédé d'un Molière à Paris il y a une 30aine d'années, et il y a une 10aine d'années, c'est sous votre direction, associée à Claude Bourqui, que la Pléiade a publié les œuvres complètes de l'auteur de Tartuffe.
De ce Tartuffe, vous avez établi ce que vos recherches vous ont amené à considérer comme la version interdite, une version en 3 actes qui se termine par ou sur la victoire de Tartuffe et qui a été représentée cet hiver et ce printemps par la Comédie Française dans une mise en scène d'Ivo Vanov. Je vois que vous contestez mon interprétation de la fin et bien nous commencerons tout à l'heure par voir ça. En tout cas, cette version a été donc mise en scène par Ivo Vanov pour la Comédie Française et elle a été donnée pour la première fois le 15 janvier dernier, qui est la date anniversaire de la naissance de Molière. Dans le très précieux journal de la littérature en ligne En attendant Nado, Dominique Guy Blanquet introduit son élogieuse analyse de votre Molière par ce chapeau. Si vous pensez tout savoir de Molière, l'auteur le plus joué en France avant d'être devancé depuis quelques décennies par Shakespeare, détrompez-vous. Georges Forestier rectifie des faits qu'on croyait établis, déplace les projecteurs tel un éclairagiste judicieux et nous fait découvrir un nouveau Molière au sein du paysage théâtral qu'il a animé. Les gaziers se bousculent pour exploiter son succès, le grand Corneille s'en inquiète, les princes le font jouer à domicile, Boileau l'encourage contre les esprits chagrins, le jeune Racine le salue au lever du roi. Fin de citation. Sans aucun doute, la lecture de votre Molière fait voler en éclats quantité de représentations répandues dans le public depuis sa mort qui n'est pas le sujet de la moindre de ces légendes, d'autant plus tenace qu'elles se nourrissent de clichés sur les artistes maudits ou en tout cas réprouvés, et qu'elles s'en nourrissent en retour. Mais votre livre est aussi un portrait de Paris et de ceux, petits et grands, dont Molière reproduira les travers, les qualités, les ridicules, les délicatesses. À une époque où il est fréquent que des comédiens écrivent eux-mêmes les pièces qu'ils jouent, Donneau de Visé remarque que Molière se distingue en faisant, je cite, des farces qui réussirent un peu plus que les farces qui furent un peu plus estimées dans toutes les villes que celles que les autres comédiens jouaient, fin de citation. Molière fut aussi parmi les premiers à ne pas se contenter d'écrire des farces, de petites pièces comiques en un acte dont les scènes étaient à peine ébauchées. Georges Forestier, vous avez en quelque sorte dépouillé Molière des différentes couches d'oripeaux dont on l'avait revêtu au fil des 349 ans qui nous séparent de sa mort. J'avais prévu, pour introduire notre conversation, de vous demander ce qui vous a le plus surpris dans vos découvertes. Mais on va geler la question, si vous voulez bien, car vos dénégations véhémentes, quand j'ai suggéré que que la version que vous avez mise au point de Tartuffe se terminait sur la victoire de Tartuffe, me pousse à vous demander en quoi, de votre point de vue, j'ai faux. Mais vous avez faux parce que Ivo Vanov a rajouté 4 vers qu'il a pris dans la version en 5 actes traditionnelle. Mais c'est à vous d'en sortir. C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez, moi, j'ai pu reconstituer, si on peut rentrer directement dans le vif du sujet des artistes, j'ai pu reconstituer ce travail pour une raison très simple. C'est que quand on regarde les sources dont s'est inspiré Molière partait toujours de pièces de théâtre, de récits, de nouvelles, etc. Et toutes les sources racontent une histoire depuis le Moyen-Âge et jusqu'à certains scénarios de Commedia dell'arte, c'est toujours la même histoire. Un homme pieux recueille chez lui un saint homme, un pèlerin, etc., lequel tombe amoureux de la femme de son hôte. Il cherche à résister à la tentation, il se mortifie tant et plus, et puis finalement la tentation est la plus forte, il s'ouvre à la dame, laquelle le repousse aimablement, en lui disant « Vous êtes un saint homme, reprenez-vous et n'y revenez pas ». Et là, il ne peut pas résister, il y revient. À ce moment-là, elle se décide à le dénoncer à son mari, qui ne la croit pas. Vous reconnaissez l'histoire de pièce, bien sûr, qui ne la croit pas. Et du coup, elle convainc son mari de tendre un piège à celui qui est devenu un hypocrite, puisque pour masquer son désir, il est devenu un hypocrite. On lui tend un piège, on le démasque. Dans la version en Commedia dell'arte, on menace de le castrer. C'est la raison pour laquelle Damis dit « je veux lui couper les 2 oreilles ». Molière se souvient très bien de ses amis italiens, etc. Et on le chasse. Point. Et la pièce finit là-dessus. Simplement, elle finit pas tout à fait là-dessus parce que quand j'ai fabriqué la pièce et j'ai étudié la pièce d'abord, je me disais mais pourquoi cette scène de Madame Pernelle, le retour de Madame Pernelle, arrive-t-elle au milieu du 5e acte alors que toute la famille est sans dessus dessous. Elle craint l'arrivée des, on est chassé de la maison, on attend l'arrivée des envoyés du roi pour arrêter Orgon. Cette scène comique là qui perd de son comique et quand j'ai commencé à élaguer, à couper pour fabriquer cette version, je me suis rendu compte que cette pièce-là, enfin cette scène-là, s'expliquait très bien, c'est terminer la pièce. Et d'ailleurs, il y a une chute formidable qui est Dorine qui dit à son maître qui se bat contre sa mère en disant « Mais j'ai vu de mes yeux vus », etc. Elle lui dit « Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas, vous ne vouliez bien croire, et l'on ne vous croit pas. » Et voilà, ça, en fait, la pièce devait se terminer...
Pour vous, quasiment plus 2 vers où on envoie Damis se marier. Voilà, terminé. d'accord. C'est la version que j'ai publiée, qui a paru en septembre dernier aux éditions Porte-à-Parole. Si j'avais su, j'ai apporté un exemple. Non, je me suis laissé emporter par mon peu de goût pour la version d'Ivo Vandov, et je n'avais pas imaginé une seconde qu'il avait rajouté. C'est à vous d'en sortir. Il a changé complètement la signification Alors, de la pièce. La colère que j'ai éprouvée à son égard vient de croître d'une manière absolument exponentielle, et il n'a pas intérêt à me croiser dans la rue. Alors, si sur le Tartuffe vous voulez poursuivre, je ne m'y opposerai nullement. Et sinon, je vous repose la question que j'avais préparée. Donc, vous avez vécu avec Molière pendant des années, et dans son époque, parce que Corneille, parce que Racine, comme je disais tout à l'heure, qui ont été vos précédents sujets de travaux. Qu'est-ce qui vous a quelle est la découverte la plus forte, ou quelle est l'information qui vous a le plus surpris? Je ne saurais pas vous dire quelle est l'information qui m'a le plus surpris. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'image de Molière qui a émergé progressivement de ça, c'est-à-dire un véritable, à la fois un artiste, un entrepreneur de spectacle, un homme dont j'ignore encore ce qu'il pensait vraiment sur le plan politico-social, si je puis dire, parce qu'il était tellement embarqué à la cour que j'ai fait quelques réflexions justement dans certains passages, par exemple au moment de la création du Festin de Pierre, qu'on connaît sur le nom de Don Juan, titre modifié après sa mort. Eh bien, il y avait des inondations dans Paris, les glaces de la Seine étaient en train de fondre, donc c'était la débâcle, ça avait emporté des maisons sur des ponts construits comme... Et on a l'impression que Molière, il vivait dans une sorte de bulle entre le Palais Royal, sa maison, place du Palais Royal, et la cour, et c'est ça qui m'a étonné, quoi. Enfin, la chose qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai pas réussi à savoir le moindre indice de ce que l'homme politique et social qu'il pouvait être. Nicole Nesotto? Justement, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la découverte que vous faites, en tout cas, moi, la découverte que je fais de ce que vous dites, à savoir que Molière n'a laissé aucune trace, qu'il a détruit tous ses manuscrits. Excusez-moi, il n'a pas détruit. Il n'y en avait peut-être pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde mettait au feu ses manuscrits quand c'était publié. Tout le monde, je dis bien. Racine, c'est pareil. Hein. Mais il n'y avait pas de manuscrit. Il n'y a aucune lettre, ni personnelle, ni collective. La seule source écrite que vous avez, ce sont les registres financiers du théâtre de Lagrange. Mais moi, ça m'a intrigué quand même, cette absence totale de narcissisme littéraire, alors qu'aujourd'hui, le moindre bout de papier d'un auteur, tout ça fait l'objet d'encadrement très important. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a, après, sur cette absence de traces, construit une légende. Enfin, Guimarães, notamment, a construit une légende que moi, j'aimais bien, je dois dire. Il me semble que je préfère le Molière. Non, ce personnage un peu romantique, ça, voilà, c'est mon côté fleur bleue, comme dirait Philippe Meyer. Mais donc, ma question est, mais vous aviez déjà répondu un peu, parce que moi je croyais que c'était lié à la personnalité de Molière, qui était un homme totalement de l'action, du théâtre, et pour lequel l'écrit ne comptait pas. Mais vous avez l'air de dire que c'était vrai de tous les écrivains de l'époque, qu'il n'y avait aucun narcissisme, aucun culte de l'écrit. C'était ma première question. Alors, j'y réponds, s'il vous plaît. Directement. Et il se trouve que le culte de l'écrit, le culte du papier du grand homme, apparaît à la fin du XVIIIe et explose avec ce que Bénichou appelait le temps des prophètes, c'est-à-dire avec le XIXe siècle. Jusqu'alors, au XVIIe siècle, on n'a rien. On a 20 lettres de Corneille. On a 200 lettres de Racine, étant entendu que quand j'ai fait la biographie de Racine 20 ans avant celle de Molière, j'avais calculé que, vu tout ce qu'il disait lui-même qu'il écrivait, il avait dû écrire 40 à 50 000 lettres dans sa vie, lui-même, sans compter celles qu'il a reçues. Et à la différence de Molière, Racine avait 2 fils qui ont vécu dans une adoration posthume absolue. L'un est devenu complètement nérasthénie. Il a vendu sa charge à la cour qu'il avait héritée pourtant de son père, de secrétaire du roi, etc. Et ils ont cherché, les 2 fils, à recueillir tout ce qu'ils ont pu. Et en 50 ans de travail, ils ont réussi à recueillir 200 lettres. Et pour ce qui est des manuscrits, il n'y a aucun manuscrit de Racine, sauf des poèmes qui n'ont pas été publiés dans ses œuvres, sauf une pièce qui s'appelle Iphigénie en Tauride. J'exagère en disant une pièce. C'est le premier acte
dialoguer en prose, puisqu'on écrivait d'abord toujours en prose avant de versifier, le premier acte et le début du second acte. Et puis comme il a abandonné Iphigénie en Tauride pour écrire Iphigénie à Aulis, qui s'appelle Iphigénie tout court, eh bien, c'est resté dans ces tiroirs. Donc ne rester dans ces tiroirs que les choses qui n'étaient pas parues. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Si on a des manuscrits de certains mémorialistes, c'est parce qu'ils n'ont pas été publiés au XVIIe siècle, que c'est à partir du XVIIIe ou du XIXe siècle qu'on les a publiés. Donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Alors évidemment, l'avantage de ça, c'est que ça accroît le mystère autour de Molière. C'est là-dessus que les théoriciens du complot ils sont appuyés pour dire que c'était Corneille qui avait écrit les pièces de Molière, puisque voilà, on a soigneusement caché cette incapacité à écrire qu'aurait eu Molière. Oui, ça, enfin, vous faites remarquer au passage que personne à l'époque n'a jamais contesté que Molière était l'auteur de ces pièces. Au contraire, on l'accusait d'être plagiaire, de prendre son bien partout où il le trouvait. Enfin, je dis, les traces doctorialité, elles sont absolument partout. Béatrice Gibert. Oui, est-ce que justement ça ne traduisait pas une grande jalousie vis-à-vis de Molière? Parce que j'ai cru comprendre qu'il était extrêmement connu de son vivant, qu'il avait une notoriété, une vraie star. Alors justement, cette star, même s'il n'a pas eu de descendant direct comme Racine avec ses fils qui vont s'occuper vraiment de ses écrits, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu dans son entourage des gens qui aient eu le souci d'abord de défendre sa mémoire, le fait que ce soit lui qui écrive. Moi, j'ai été stupéfaite qu'il puisse avoir... qu'on puisse le qualifier de star. J'aurais jamais imaginé au XVIIe siècle qu'on puisse être une star tout à fait. Voilà. L'expression est contemporaine. Elle est contemporaine et on va se replacer au XVIIe. Je suis d'accord. Mais oui, c'est vrai. Mais l'autre chose que je me suis dit à vous lire, mais au fond, Molière, dans ses pièces, dans ce qu'il fait, c'est un humoriste d'aujourd'hui, mais encore bien meilleur que beaucoup de nos humoristes aujourd'hui. Parce que leurs textes, ils ne vont pas durer 400 ans. Voilà, et puis, c'est surtout parce qu'à la différence de tous nos humoristes, il est capable d'écrire des œuvres qui se tiennent, et non pas des sketchs. Oui, c'est le problème, c'est que les humoristes de notre temps, même quand on voit un dont j'aimais beaucoup les débuts, qui m'a fait beaucoup rire, avec des sketchs comme La Poste, etc., qui sont tellement ancrés dans les comportements, qui est Danny Boone, à part son premier, là, le plus célèbre, Bienvenue chez les Ch'tis, etc., qui se tient. Après tous les films qu'il a fait ensuite, il y a toujours des éléments qui ne tiennent pas, ils sont trop longs. Alors que Molière, il a une cohérence complète, parce qu'il a commencé à être acteur, c'est-à-dire qu'il avait dans sa tête des schémas de pièces et non pas à être humoriste. Quand je dis que c'est un humoriste, c'est un peu, le terme est anachronique évidemment, mais pour dire exactement qu'est-ce que c'est qu'un homme qui fait rire des auditeurs avec la satire des comportements de ses contemporains. Et ça, c'est très exactement, me semble-t-il, un humoriste. Oui, bien sûr. Alors pour répondre, excusez-moi, pour répondre à votre première question, il se trouve que les papiers, quelqu'un les a eu entre les mains pendant un certain temps, c'est-à-dire la famille, puisque Armand de Béjart a récupéré dans les tiroirs pour le vendre à sa propre troupe le manuscrit du Festin de Pierre, de façon à ce que la troupe remonte le Festin de Pierre 15 ans après. Elle a reçu des parts d'auteur. Ben oui, c'est la veuve, donc aujourd'hui aussi, une veuve, elle reçoit les droits d'auteur de son... Et ensuite, elle a eu un fils avec un autre comédien. Elle s'est remariée 3-4 ans après. Donc, elle a eu un fils. Et ce fils, il a publié, à la fin du siècle, du XVIIe, donc, une pièce qui s'appelle Mélicerte, il a complété... Molière avait laissé inachevée une petite pièce, une sorte de pastorale qui avait été commandée pour la cour, etc. C'était en 2 actes. Il y avait 2 actes c'est toujours publié dans ses œuvres, d'ailleurs, avec ses justes. Et Nicolas Guérin a donc complété cette... et il a dit... la fin, elle est de mots. Pour dire, si c'est pas bon, c'est pas la faute à Molière, c'est ma faute, parce que j'ai cherché dans les papiers de Monsieur de Molière si je trouvais des indications concernant la fin de cette pièce, et je ne les ai pas trouvées. Donc, il restait des papiers, des brouillons, des choses comme ça, mais il se trouve que ce pauvre Nicolas Guérin meurt à 28-29 ans. Son père, comédien de la Comédie Française, qui aimait un peu trop l'alcool, a fini par mourir quelques années après. Armande était morte, et il reste une survivante des 4 enfants qu'avaient eu Molière et Armande, qui est
qui s'appelle Esprit Madeleine Poquelin, et qui, elle, a grandi loin, parce que sa mère, qui se prenait pour... qui était moitié aristocrate, puisqu'elle était la fille d'un aristocrate, l'avait fait élever, comme elle-même l'avait été, loin du théâtre, dans une institution religieuse. Cette fille était restée dans cette institution religieuse jusqu'à l'âge de 25 ans, volontairement. Et quand elle en est sortie, elle est restée proche des milieux religieux, et elle a épousé à 30 ou 35 ans un organiste d'église. C'est-à-dire qu'elle a grandi dans un milieu où le théâtre était en abomination. Donc, ce devait être à la fois une honte pour elle d'avoir eu des parents comédiens et d'avoir eu un père célèbre comme comédien, condamné par l'Église. Parce qu'il faut savoir que Molière va être condamné par l'Église jusque dans les manuels des écoles privées du XIXe siècle. Donc, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle elle a laissé tout glisser, elle ne s'est pas préoccupée de récupérer quoi que ce soit après la mort de son demi-frère. Esprit Madeleine, il y a eu vous l'avez vu peut-être, Daniel Lebrun, la Comédie Française a créé un spectacle je l'avais pas vu. C'est l'histoire d'Esprit Madeleine Molière qui raconte à quel point elle a détesté le théâtre et à quel point, au fond, c'est une sorte d'illustration de la phrase de Jules Renard, tout le monde ne peut pas être orphelin, qui était... Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais revenir sur votre travail. Philippe a parlé de critique génétique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez les différentes étapes de constitution d'une pièce. Et donc, sans rentrer trop dans la technique de travail, moi, la question que je voulais vous poser, c'est sur la différence. Comme vous avez travaillé sur Corneille et Molière, bon, on peut supposer que Corneille, les comédiens, le jeu, c'est... De lire le texte, enfin de dire le texte. D'exprimer le texte. D'exprimer voilà, le la texte. déclamation, c'est exprimer le texte. Chez Molière, il y a une part de jeu, probablement, qui est beaucoup plus grande, de mimique, de jeu de situation, qui relève du comique, à proprement parler. Et donc, quelle est la différence dans votre travail sur... Comment est-ce qu'on reconstitue pour Corneille et pour Molière? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage énorme? Parce qu'il y a une part qui nous échappe définitivement, qui est la mise en scène du comique, qui doit être... et apparemment, des échos qu'on a, Molière avait un comique de geste très, très développé. Il pouvait faire rire une pièce simplement en levant le sourcil. Il y a un côté Louis de Funès, on dirait, à travers... Bien sûr. Voilà, donc c'est quoi la différence? C'est Louis de Funès qui a un côté Molière. Alors, la différence, oui. Alors, pour donner une idée très simple de la manière dont j'ai constitué cette démarche de génétique, c'est quand je travaillais sur Corneille, il y a un certain temps maintenant, j'avais été frappé par le fait que quand il racontait la source historique à partir de laquelle il avait construit certaines de ses pièces, comme Cinna, par exemple, mais quand on lit ce qu'il raconte de Cinna, il emprunte sa source à Montaigne, qui lui-même a traduit Sénèque, et on s'aperçoit qu'en fait, le texte dit « Auguste est informé d'une conspiration », faite par un certain Stultus, un imbécile nommé Cinna. Il le convoque, il lui dit, voilà, vous connaissez l'histoire, hein, voilà, tu m'as trahi, discutons et voyons lequel d'entre nous aura la plus grande générosité, moi en te pardonnant et toi en te comportant comme quelqu'un qui a été pardonné par moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est le dénouement. Donc comment Corneille construit-il sa pièce ? Ça veut dire qu'en fait, il construit ses pièces à rebours, c'est-à-dire à partir de la fin, il a un dénouement, il faut qu'il se demande d'abord pour quelle raison y a-t-il eu une conspiration, une trahison de la conspiration. Donc on va créer une histoire d'amour, rivalité amoureuse. Pour quelle raison même y a-t-il eu une conspiration? Et c'est là que, comme il faut introduire une rivalité amoureuse, il faut introduire un personnage féminin. Donc il invente que c'est Émilie, personnage fictif, fille d'un comment dirais-je, d'un allié de Marc-Antoine qui a été tué sur l'ordre d'Octave, etc. Et on s'aperçoit que voilà, c'est à partir de là que j'ai essayé de reconstituer la démarche. À partir du moment où mes études et mes recherches m'avaient mis dans la tête exactement comment était construite une pièce en 5 actes, les contraintes, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est pour Corneille, donc, en fait. Hein. Quant à Molière, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les pièces en vers et les pièces en prose. Parce que les pièces en vers, il était beaucoup moins libre en tout cas, d'improviser à partir de ces pièces en vers. Il était même quasiment tenu à dire le texte. Ce qui, de toute façon, un texte en vers a beaucoup d'avantages pour un comédien, c'est que c'est beaucoup plus facile à mémoriser que texte en prose. Et du coup, le texte en prose permet
une certaine improvisation dedans. Alors, la différence entre les deux, c'est que... Mais, comment dirais-je, la démarche génétique, c'est la même pour moi parce que j'ai travaillé à observer, comme j'ai fait en plus cette édition de la Pléiade avec mon acolyte Claude Bourqui, qui avait fait sa thèse sur les sources de Molière, c'est-à-dire l'évaluation critique de tout ce qu'on a attribué comme source aux pièces de Molière. Et du coup, on a pu travailler de façon précise. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre l'école des femmes, mais pourquoi Agnès est-elle un personnage unique chez Molière et chez les filles de Molière, puisqu'elle s'éveille à l'intelligence, elle a de la répartie, etc. Rien à voir avec toutes les autres filles à marier de Molière. Eh bien, tout simplement, parce que quand on commence à creuser, on s'aperçoit que Molière, il est parti de deux pièces, de nouvelles différentes. L'une qui s'appelait La précaution inutile, dans lequel un type, il veut épouser, après avoir été trompé par une femme, etc., avoir passé 15 ans à l'étranger, découvrant que toutes les femmes les plus intelligentes le trompent, donc du coup, il veut épouser une sotte absolue. Bon, bref, il épouse une sotte absolue, et évidemment, elle est tellement sotte qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle trompe son mari après le mariage. Bon. Et ça, c'est une première nouvelle. Et puis la deuxième, c'est l'histoire du fils du roi du Portugal, qui, après avoir été élevé exclusivement par sa mère et sa nourrice, n'ayant pas vu d'autres femmes, part en Italie pour faire ses études à Padoue, persuadé que les plus belles femmes du monde sont sa mère et sa nourrice. Et là, il tombe sur un médecin qui lui dit « Mais non, il y a d'autres femmes belles. D'ailleurs, si vous voulez, je vous en ferai... » Comme il conteste, il lui dit « Mais je vais vous faire voir une femme qui est plus belle que le jour. Venez demain matin à 6 heures à la messe. Vous verrez, je vous ferai envoyer cette dame, etc. etc. » Et effectivement, il voit arriver un ange, comme le raconte dans Le Guépard, le garde-chasse du prince... de Salina. Voilà, Salina. Et il voit arriver un ange véritable... Et quand il sort, il dit au médecin, mais c'est merveilleux ça, mais j'aimerais bien la voir de plus près. Pouvez-vous la renvoyer demain ? Le lendemain, il la suit. Il utilise évidemment une entremetèse pour s'introduire chez la dame. Les choses se passent très bien. Le mari, à ce moment-là, de cette dame revient. Il avait oublié des médicaments. Il repart, etc. Et l'après-midi, le jeune homme tombe sur le mari. Il semble sur le médecin qu'il connaissait, il lui dit « Au fait, la dame que vous m'avez montrée, je l'ai suivie, ça se passe très bien, mais figurez-vous que le mari est venu cet après-midi. » Vous imaginez que le mari, c'est le médecin lui-même. Voilà, donc, bref, et chaque fois qu'il revient le lendemain exprès pour surprendre les amants, évidemment, la femme elle trouve une nouvelle ruse pour cacher son amant, tantôt dans une coffre, dans une armoire. Et la dernière fois, il met le feu carrément aux quatre coins de la pièce, quitte à incendier la maison entière. Elle dit « Mais écoutez... il y a là, vous savez, dans cette armoire, les actes de notre mariage et de toute ma dot, etc., a envoyé chercher des portefaix pour sortir l'armoire. Évidemment, le jeune homme était caché dedans. Et à la sortie, il raconte l'histoire, etc. Et on s'aperçoit en fait que Molière, il a combiné d'une façon absolument géniale ces deux histoires. D'abord, pour faire de l'école des femmes une pièce dans laquelle tout repose sur des récits, puisque c'est chaque fois ou Agnès ou Horace qui racontent à Arnolphe, la manière dont il a été trompé, etc. Et donc, tout repose sur les réactions ridicules et comiques d'Arnolphe. Et en même temps, il se retrouve avec deux femmes. L'une sotte et l'autre intelligente. Et il a l'idée géniale de faire une couture qui est, au moment où elle envoie la pierre pour chasser le jeune homme, et il y a une lettre qui est attachée à la pierre, et elle explique qu'elle est en train de comprendre qu'on l'a élevée dans l'abrutissement complet, mais que son esprit... Et le garçon dit « L'amour est un grand maître ». Donc Molière a joué à montrer que l'esprit peut s'éveiller, comme ça, et la raison, etc. Et voilà comment, un exemple de la manière dont, quand on travaille, la différence entre le résultat obtenu et soit ses incohérences, soit ses contradictions, soit ses étonnements, et là où les sources dont il est parti nous permet de voir le travail qu'il fait. Donc, dans tous les cas, c'est un travail totalement différent, parce que jamais Corneille n'aurait combiné comme ça deux sources pour en faire une pièce, en plus, qui se passe tout en récit, comme on l'a reproché à Molière, ce qui fait la force de l'école des femmes. Mais on l'a reproché à Molière. Il n'y a pas d'action dans cette pièce, puisque tout repose sur les... Et du coup, j'en profite pour répondre à la deuxième partie de ce que vous me disiez. Le jeu extraordinaire de Molière qui a été salué et qui a fait de lui une star très vite, avec Lully et quelques autres, avec Lebrun, Lully, c'était des gens dont les gazetiers avaient les yeux fixés sur les grands princes, sur la cour, bien sûr sur le roi, et sur les quelques artistes qui rayonnaient autour du roi, et parmi lesquels Molière était au premier rang de ces artistes. Alors pour en revenir à ce jeu de Molière, il se trouve que Molière a commencé par jouer
quand il est passé des petites farces à des comédies, il a commencé par jouer des comédies à l'italienne, dans laquelle il jouait le rôle de Mascari. Mascari, qui dit Mascari, dit petit masque. Donc il jouait avec un demi-masque à l'italienne. Et puis, il joue encore dans Les Précieuses Ridicules, sa première pièce parisienne, sa première pièce dans laquelle il a l'idée géniale de se moquer des comportements contemporains, qui transforme le paysage comique de façon radicale. Eh bien, il est encore le marquis de Mascari, le valet de Mascari déguisé en petit marquis. Bon. Et puis, 6 mois plus tard, il a l'idée d'abandonner ce personnage pour créer un nouveau personnage qu'il appelle Sganarelle, celui qui se trompe lui-même, ce Nganare, c'est-à-dire celui qui se trompe lui-même. Il fabrique lui-même un mot pour montrer ça, et il joue désormais à visage découvert. Et là, il s'inspire dans son jeu de quelqu'un qu'il fréquentait, il était le plus célèbre depuis 30 ans, un acteur italien de Paris qui s'appelait Scaramouche, Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche, qui était depuis la fin des années 30 à Paris en permanence, sauf pendant la Fronde où tous les Italiens sont partis parce qu'on voulait massacrer tous les Italiens à cause de Mazarin. Hein, donc, mais sinon, là, il y avait une troupe de comédiens italiens en permanence depuis les années 36, 37, 38. Et Molière, en plus, quand il arrive à Paris en 58, on lui donne un théâtre, c'est le théâtre occupé par les Italiens. Donc, le Scaramouche, il a fréquenté, il jouait un jour l'autre. Hein. Au début, Molière jouait les 4 jours extraordinaires de comédie, c'est-à-dire les mauvais jours, où on ne jouait pas d'habitude du théâtre. Et les Italiens, les trois jours ordinaires, c'est-à-dire mardi, vendredi, dimanche. Et puis, comme les Italiens, on a eu la bonne idée de rentrer quelques mois en Italie l'été suivant, 59, ils ont pris ces jours-là. Et donc, Molière connaît très bien Scaramouche, et la qualité formidable de Scaramouche, c'est que c'est essentiellement un mime. Et un mime qui donc transmet, qui dit mime, dit mimique, c'est-à-dire expression des émotions à travers les grimaces du visage. Et Molière a l'idée géniale de prendre à Scaramouche ses mimiques, mais Scaramouche, c'était surtout un mime, il parlait très peu, donc, et d'adapter ça à son jeu parlé à lui, qui fait que c'est ça qui va lui permettre, dans l'école des femmes, d'avoir cette pièce si extraordinaire. Et on l'a attaqué d'ailleurs, parce qu'on l'a dit, vous voyez, le jeu de Molière, lorsque Arnolphe entend Horace qui lui raconte ses progrès auprès de la jeune Agnès, Arnold devrait lui dire, mais quand même, la jeune Agnès, elle est promise à un monsieur qu'elle doit épouser ce soir-là, il faut respecter tout cela, etc. Au lieu de cela, il se retourne pour faire des grimaces. Et ça, vous voyez, on voit bien là la particularité de Molière. J'espère avoir répondu à vos 2 questions en même temps. Juste un mot sur Agnès et sur Arnolphe. Tout à l'heure, vous disiez que dire de Molière que c'est un humoriste, c'est juste et c'est anachronique. Mais est-ce que précisément ce qui fait que c'est ce que nous appelons, nous, un humoriste, qui n'aurait pas été appelé comme ça à l'époque, c'est une forme de bienveillance dans la moquerie, dans la critique. Le fait de reconnaître chez l'autre des défauts exagérés, mais qu'on a en soi d'une manière non exagérée, c'est-à-dire de lui permettre d'évoluer. Agnès commence idiote et elle finit maligne. Arnolphe commence buté et il finit, je ne dirais pas... mentalement ruiné. Mentalement ruiné, mais oui, lucide, y compris sur le caractère totalement utopique, non pas monstrueux d'ailleurs, mais je pense qu'il ne réfléchit pas au côté monstrueux, mais sur le caractère utopique. Les personnages bougent à l'intérieur de la pièce. Le vieil Horace ne bouge pas, et Horace non plus, et Camille non plus. Et vous prêtez beaucoup de malléabilité à l'esprit d'Arnolphe. Je ne vois pas pourquoi il sortirait en étant transformé. Non, transformé, je ne dis pas. Il lui est arrivé quelque chose. chose. C'est un personnage de théâtre, de toute façon. Donc, moi, quand je vois un personnage de théâtre, j'ai de l'imagination quand je suis spectateur dans la salle. Mais lorsque je réfléchis sur le personnage de théâtre, je ne vois pas qu'il aille au-delà de ce que le texte dit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, je distingue toujours l'interprétation, le fait de me laisser emporter, et j'annule mon esprit critique quand je suis spectateur, autant que possible. Autant que faire. Hein. Voilà. Et puis inversement, quand je suis devant le texte, il n'y a rien dans le texte qui laisse entendre ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est votre propre rêverie de c'est Jouvet de plus Bernard Blier. Plus Olivier Perrier. Marc-Olivier Padis. Justement, je voudrais enchaîner sur cette question de la satire, parce que vous insistez beaucoup sur ce qu'apporte Molière, c'est de se moquer des travers de son temps, des mœurs, on connaît ça. Mais moi, ce que je n'ai jamais vraiment réussi à me représenter, c'est comment il se situe dans cette polarité au XVIIe, il y a la cour et la ville.
Et il se moque à la fois des courtisans et puis des bourgeois, le bourgeois gentilhomme, tout à par fait. exemple. Mais et il joue aussi bien à la ville qu'à la cour. Donc ça veut dire que est-ce que c'est la ville qui rit de la cour et la cour qui rit de la ville, ou est-ce que les courtisans rient d'eux-mêmes? On a le sentiment, en tout cas avec le jeune Louis XIV, que Louis XIV rit de lui-même et que Molière sait très bien que en fait, les précieux dont il se moque, ils sont dans la salle. Et ce qui les amuse, c'est de se voir représentés sur scène. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est complètement différent de se moquer de la cour à la ville et de la ville à la cour. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire d'une certaine façon. Mais de se moquer de la cour devant la cour, ça, c'est un talent supérieur, non? Georges Forestier. Oui, alors, comment dirais-je? Il faut savoir que, d'abord, la cour et la ville, si je puis dire, il y a deux villes. Voilà. Il y a la ville des mondaines, des salons, qui s'interpénètrent étroitement avec la cour, mais sans que ce soit exactement les mêmes. Par exemple, la célèbre marquise de Sévigné n'allait jamais à la cour parce qu'elle n'avait pas les moyens d'entretenir assez de parures et de robes, etc. Il fallait être très, 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 très riche ou s'endetter monstrueusement pour paraître à la cour. Mais elle fréquentait des gens qui, elle allait à la cour. Tous ces gens-là se retrouvaient dans les salons. Le public de Molière, c'est celui des salons, prioritairement. Parce que pour payer une place de théâtre, 1,5 livre pour une création, 1,5 livre, ça correspond, peu importe, hein, 1 livre, c'est 11 € à peu près, donc 1,5 livre, c'est 15 € à peu près. Mais il faut savoir que un artisan, un ouvrier d'un atelier d'imprimerie, enfin tout le petit peuple, il gagnait 50 livres par an. Donc, il était incapable de se payer. Pour lui, le théâtre, c'était les tréteaux du Pont-Neuf, etc. Donc, le public de Molière est constitué par les bourgeois, ce qu'on appelait les bourgeois de la rue Saint-Denis, c'est-à-dire les marchands qui étaient debout au parterre, ce qu'on appelait le peuple. Et le peuple, c'est ça, c'est les bourgeois. Hein. C'est les bourgeois, c'est le peuple qui va faire la Révolution française. À l'origine, c'est la bourgeoisie parisienne avant que les sans-culottes s'en mêlent. Hein. Donc, le peuple, c'est ce qu'on appelle le peuple, c'est les bourgeois, les marchands qui sont debout. Et qui, le dimanche, comme on le raconte un texte, viennent quelquefois avec leurs femmes et se mettent là, dans ce cas-là, au deuxième loge, au-dessus. Et donc, le public privilégié de Molière, c'est celui qui, à la fois, s'interpénètre ou s'entremêle entre la cour et la ville mondaine. Et il se trouve que lorsqu'il a l'idée géniale d'écrire Les Précieuses ridicules, il s'inspire, là encore, mais c'est ça qui est un grand artiste, c'est quelqu'un qui sait s'inspirer pour en faire une œuvre étincelante à partir de là, d'un spécialiste de la parodie qui s'appelait Charles Sorel, écrivain célèbre à l'époque, romancier célèbre, qui a écrit Francion, le roman comique de Francion, Le Berger extravagant, une parodie de roman pastoral formidable, et qui avait écrit des petits textes, qu'il appelait notamment un texte qui s'appelle Les Lois de la galanterie. Et Les Lois de la galanterie, c'est un texte parodique à destination des mondains eux-mêmes, parce que je vais expliquer pourquoi l'esprit d'autodérision, je vais y revenir. Et il raconte donc comment on doit se comporter lorsqu'on est invité dans un salon, etc. Et dans une chambre, parce que salon, le terme salon, au sens actuel du terme, il vient d'Italie au XVIIIe siècle. Jusqu'alors, on disait chambre, alcôve, ruelle. Et donc, lorsqu'on est invité, que doit-on faire? Et notamment, après avoir salué les dames en faisant force révérence, et c'est ce que fait Mascari quand il entre en scène, et il salue tellement avec sa perruque poudrée qui le repousse quasiment dans la coulisse. Quand on vous invitera à vous asseoir dans un fauteuil, le fameux commodité de la conversation, comme on dit dans le texte, eh bien, vous sortirez un peigne à grandes dents de votre poche et vous affectuerez de vous peigner la perruque. C'est exactement ce que fait Mascari dans La Scène 9 lorsqu'il fait son entrée en scène. Il sort, voilà. Et éventuellement, vous grondez une chanson, mais bon. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que si ça a si bien marché avec les milieux mondains dont Molière commence à faire la satire, en faisant une satire burlesque, c'est même pas une satire, c'est un jeu de parodie burlesque. C'est parce que dans ces milieux-là, qu'on n'appelait pas du tout précieux, hein, à l'époque, c'est Molière qui invente la notion, et c'est Sorel et Molière qui inventent la notion de préciosité. Il y avait un grand roman qui a paru dans les années précédentes qui s'appelait La Précieuse. Mais La Précieuse, c'est le roman d'initiation d'un jeune homme qui arrive à Paris et qui va de ruelle en ruelle, de salon en salon, pour chercher la plus parfaite des dames qu'on appelait galantes à l'époque. Et c'est celle-là qu'il appelle la précieuse. Donc c'était positif, précieuse, jusqu'au moment où Molière s'amuse à faire de dames, les plus parfaites des dames, de ridicules petites sottes provinciales qui cherchent à imiter
les dames galantes des salons, et c'est ainsi qu'il transforme ça. Et dans les salons, ce qu'on appelait l'éthique galante et l'esthétique galante, donc ça, galant et galante, c'est vraiment un terme endogène, alors que précieux, c'est un terme exogène à partir de Molière, l'histoire de la littérature va récupérer à partir du 19e siècle. Alors, on ne parlait jamais de précieux et de précieuse, sauf de façon parodique quelquefois. Et donc, dans ces milieux-là, eh bien, qu'est-ce qui sous-tendait leur éthique et qui va se traduire par une esthétique? C'est le je ne sais quoi, c'est le fait de... Vous reconnaissez des termes qui vont illustrer l'esthétique classique à partir du 18e. Le je ne sais quoi, le fait de ne vouloir se piquer de rien, le fait de savoir un peu de tout avec délicatesse, le fait que lorsqu'on écrit des vers, on ne doit surtout pas vouloir les lire à la personne qu'on rencontre, d'où la satire dans le Misanthrope, la deuxième scène du Misanthrope avec Oronte, etc. Et surtout, un des éléments essentiels, c'est l'autodérision. Et ce qui fait que Molière, du coup, en se moquant d'eux, de façon burlesque avec les précieuses, mais après on va les voir de façon un peu moins burlesque, caricaturale certes, mais avec les fâcheux. Mais alors ça, ce sont les mondaines de la cour qu'on va voir. Puis avec la critique de l'école des femmes, et tout ça, ça débouche dans le Misanthrope. Eh bien, il crée un sorte de ce qu'on peut appeler un comique de connivence avec ce milieu-là. Et c'est ça qui va le porter, etc. Et en même temps, le public, le peuple qui sont les marchands, qui certains ont affaire comme clients avec la haute bourgeoisie de robe, enfin la noblesse de robe, donc la haute bourgeoisie du barreau et du parlement et les aristocrates, dont le père de Molière, qui fréquente une boutique de tapissier, si ce n'est ceux qui peuvent se payer le superflu de l'ameublement. Les coussins, les sièges bien rembourrés, les lits en plumes, etc., etc. Et je veux dire, c'est ce public-là qui... Et donc, il y a ces personnes-là qui vendent, qui côtoient ou qui croisent l'aristocratie. Évidemment, lorsqu'ils se retrouvent au parterre debout dans des pièces où voilà, ils se marrent parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes, mais ils savent bien que c'est des codes qui leur échappent. Et donc, comme Molière les caricature, du coup, ça marche. Donc, il y a le comique de connivence d'un côté et le comique des autres qui voient mettre sur la scène et se moquer sur la scène de comportements qui leur échappent, mais qui voient bien que c'est ça. Et ça c'est pour ça que Molière a eu un public unanime, en quelque sorte. Nicole Nisotto. Moi, je voudrais vous interroger sur une pièce qui me paraît tout à fait particulière, en tout cas dans l'œuvre de Molière, qui est Don Juan. Et vous montrez très bien dans votre livre l'évolution du personnage. Parce que, si je comprends bien, Molière s'inspire d'une comédie italienne qui était jouée pour le carnaval, qui faisait rire tout le monde, qui était une espèce de grande bouffonnerie avec des machineries spectaculaires où on disparaissait dans la pierre, etc., mais qui était vraiment une farce, une œuvre comique qui décrivait un libertin, violeur, voleur, tout ce qu'on veut, et qui était puni à la fin par le jugement de Dieu. Et donc, ma question est, par quelle inspiration, par quelle démarche Don Juan a transformé ce libertin... Molière a transformé ce libertin pas très sympathique en un héros extrêmement moderne, qui est peut-être le premier philosophe des Lumières, qui dit que je crois à 2 et 2 font 4, qui est extrêmement irrévérencieux, parce qu'il est le premier athée, me semble-t-il, du théâtre. Et donc, par quelle démarche est-il arrivé à ça? D'ailleurs, ça lui a coûté, puisque je crois que la pièce n'a été jouée qu'une fois. Non, pas du tout. C'est une légende, ça aussi. Vous dites? Ah non. Ça fait partie des légendes. Georges Forestier. Alors, pour répondre, on commence par la fin. La pièce, elle a été jouée entre le 15 février et le relâche de Pâques, c'est-à-dire une quinzaine de fois. On jouait 3 jours par semaine. Et ensuite, évidemment, moi-même, quand j'ai fait un petit Molière, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure, un petit Molière chez Bordas en 1990, où mes connaissances étaient une assimilation de ce que j'avais étudié, de ce que je commençais à... Bon. Et j'avais répété ce que j'avais lu partout ailleurs, que la pièce avait été étouffée et qu'on avait dit, Louis XIV avait laissé entendre à Molière que si vous voulez qu'un jour, il autorise son Tartuffe, puisque c'est au lendemain de Tartuffe, il fallait bien qu'il mette la pédale douce, et voilà. Et en fait, il se trouve que quand je me suis mis à travailler de près sur Molière, je me suis rendu compte que toute pièce qui était créée à la fin du mois de décembre ou pendant le carnaval, à partir du 6 janvier, donc au lendemain du Jour des Rois, eh bien, cette pièce allait jusqu'au relâche, et qu'après, elle n'était jamais reprise dans les semaines qui suivaient la reprise après Pâques.
Et il se trouve qu'on voit ça avec l'école des femmes. L'école des femmes va jusqu'au relâche de Pâques, et puis elle est reprise seulement le 1er juin avec la critique de l'école des femmes. Bon, c'est un succès absolu. Mais toutes les autres pièces, Amphitryon, qui est aussi une pièce avec des machines que Molière crée une deuxième fois pour compenser la deuxième interdiction de Tartuffe devenu l'imposteur en 1667-68, eh bien, Amphitryon est créé le 15 janvier, va jusqu'au relâche de Pâques, et est simplement repris 2 fois à la fin juin, et puis après, quasiment plus jamais. Donc, on a créé une sorte de mystère lié à la censure, alors que... Alors, il y a une autre raison. C'est que Don Juan, qui s'appelle le Festin de Pierre, en fait, je répète, c'est après la mort de Molière que la pièce a été rebaptisée Don Juan. Je peux vous dire pourquoi après, mais pour l'instant, allons à l'essentiel. Donc, ce Don Juan est une pièce que Molière a conçue avec sa troupe comme une pièce à machine. C'est-à-dire un décor par acte, avec un changement de décor, un décor pareil, avec des changements de décor à vue, c'est-à-dire on a un décor qui est présent sur la scène, et puis on va passer à l'autre décor, et avec système de machinerie, le décor qu'on voit est en train de partir, celui qui est derrière arrive avec un même système de machine, ça monte, enfin les frises montent, descendent, etc. Et les spectateurs étaient stupéfaits. Voilà, c'était des effets spéciaux de l'époque, inventés par les scénographes italiens depuis les années 30-40 et transportés en France grâce à Mazarin avec les premiers opéras italiens joués en France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tartuffe est interdit le lendemain du 12 mai de la création à Versailles. La troupe avait prévu ça comme de la reprendre au mois de juin. Bon, il faut des bouche-trous. Bouche-trou premier, une pièce d'un débutant qui s'appelle Racine, que personne ne connaît, qui s'appelle La Thébaïde. Il la monte là le 26 juin, c'est l'été, on monte jamais de tragédie l'été, on crée jamais de tragédie l'été, c'est l'été, c'est les pièces légères, etc. On tente le coup, il faut combler. Racine est content parce que sa pièce avait été acceptée par la troupe rivale, mais il l'annonçait après 4 autres pièces. Ça voulait dire que peut-être 1 an, il lui faudrait attendre. Donc du coup, ça arrange tout le monde. La troupe va chercher Racine. Et puis, on reprend la pièce qui a été créée spécialement pour la grande fête juste avant le Tartuffe, qui s'appelle La Princesse des Lides, une grande comédie-ballet, etc. Elle appelle beaucoup le public est là, mais il y a des danses, il y a de la musique, il y a des machineries, ça coûte cher. Donc, il y a peu de revenus pour les acteurs qui, comme vous savez, se divisent la part en autant de comédiens qu'ils sont. Et donc, il faut quelque chose. Parce que Molière se rend compte qu'il faut qu'il transforme sa pièce, mais il va en avoir pour du temps. Il a l'intention à ce moment-là il a commencé d'écrire Le Misanthrope en même temps que le premier Tartuffe, mais il sait qu'il va en avoir longtemps parce qu'il veut que ce soit une grande pièce en 5 actes, à la différence des 3 actes de Tartuffe. Donc, que faire? Par bonheur, pour la 2e fois dans la carrière de Molière et de sa troupe, ça les sert, les Italiens repartent. Une partie de la troupe italienne est rentrée en Italie pendant l'été. Et donc, le sujet qu'il reprenait presque chaque année pour le carnaval, c'est-à-dire le festin de Pierre, est vacant. Et donc, quelqu'un, lui, qui, on n'en sait rien, a l'idée de dire on va reprendre le festin de Pierre. Mais on va en faire une grande pièce, un grand spectacle, avec des machines, un décor premier acte, un deuxième décor le 2e acte, 2 décors au 3e acte avec un changement à vue, puisqu'on est dans la forêt, on aperçoit un monument, c'est le tombeau du commandeur, et puis changement de décor à vue au milieu même de l'acte, à la fin de l'acte. On entre dans le tombeau et on voit la statue du commandeur. 4e acte chez Don Juan, puisqu'on attend la visite du commandeur. Et 5e acte dans la rue où il va vers le tombeau du commandeur. Et pour comprendre une grande partie de ce que cette pièce à laquelle, depuis le XXe siècle, on attribue de grandes qualités philosophiques, alors que jusqu'alors, ça n'avait jamais été le cas, et Molière s'en fichait complètement de cette pièce, puisque précisément, il ne la reprend pas alors qu'il aurait pu. Et donc, la caractéristique de cette pièce s'explique par le fait que c'est une pièce à machine. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. Je prends toujours cet exemple-là, qui est celui du 4e acte. Pourquoi Don Juan est-il au 4e acte, chez lui, en train de réclamer 4 fois « Me fera-t-on souper bientôt ?» et qu'il subit la visite de Monsieur Dimanche, que Sganarelle veut renvoyer, Don Juan laisse, je vais le... Très belle scène. Bon, très belle scène, mais inutile complètement, puisque le grand seigneur, précisément, il pourrait se faire porter absent pour son financier. Bon, donc, il reçoit son père, qui vient lui faire des remontrances, ça fait partie du sujet, les remontrances qu'on fait aux libertins. Et il reçoit Elvire, qui est devenue une Madeleine pénitente, qui cherche à emmener avec lui dans la conversion Don Juan.
Et enfin, il faut toujours... qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Don Juan se met enfin à table, dit à Sganarelle de s'asseoir avec lui. Et là, on a une scène avec des lazzi à l'italienne. C'est-à-dire que Sganarelle, on lui met une assiette devant, il répond à une question de Don Juan, un valet enlève l'assiette et quand il se replonge, etc. Ça, c'est un jeu classique de ce qu'on appelle des lazzi à l'italienne. C'est un des lazzos les plus connus. Un lazzo parmi les plus connus. Et enfin, on entend frapper. Et enfin, la statue du commandeur arrive. Et pour quelle raison ça se passe comme ça? Tout simplement parce que ce système-là exige, et Molière avait commandé avec la troupe les décors début décembre, avant même d'avoir commencé à écrire la pièce. Donc il savait qu'il avait besoin d'un décor de palais, d'un décor de campagne, d'abord au bord de la mer, ensuite un décor de forêt et puis un endroit où on mettrait le tombeau. Il suit les Français qui avaient adapté le sujet italien, il le met à l'orée du bois, et puis un décor où la statue vient visiter Don Juan, que ce soit dans une chambre d'auberge où il est réfugié parce qu'il est tout le temps en fuite, ou chez lui, là, chez Molière, et enfin un décor de ville devant le tombeau, puisque, bref. Je m'en tiens au décor de chambre. Qu'est-ce qui se passe dans la mesure où chacune des décors doit rester un acte entier? Donc ça veut dire que Don Juan doit rester chez lui tout l'acte 4, dont le seul enjeu, c'est la visite de la statue qui vient chez lui pour souper. Donc, tout l'acte 4, c'est ce que j'appelle du génial remplissage. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il arrive à faire cette scène merveilleuse avec Monsieur Dimanche. C'est pour ça que cette très belle scène aussi avec Elvire, comme je disais, en Madeleine pénitente qui vient de chercher, etc. C'est pour ça qu'il y a ces lazzi avec Sganarelle, le repas impossible de Sganarelle, et tout est à l'avenant. Alors ensuite, comme il a écrit ça pour un public français, eh bien, il n'a pas imaginé de pouvoir mettre en scène ce jeune étourdi, très grand seigneur espagnol pour qui n'a ni foi ni loi parce que rien ne peut lui résister, et que pour lui, il est persuadé que, vous savez, le refrain que dit le héros, parce qu'à l'origine, c'est une pièce de Tirso de Molina qui s'appelle El burlador de Séville, l'abuseur de Séville, et le convié de Pierre, et non pas le festin de Pierre, il convidado di Pietre, l'invité de Pierre. Et à l'origine, son refrain, c'est « Tan largo me los fiai », c'est-à-dire qu'il dit à Dieu: si long est le temps que tu me laisses avant de m'amender. En attendant, je peux continuer à tuer, violer, voler, etc. Pas voler, mais violer et tuer. Et Molière, il ne peut pas mettre ce personnage-là sur le théâtre, alors que deux auteurs français l'ont déjà mis, en imitant le scénario de base italien. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait un courtisan français. D'où le fait qu'il soit habillé avec ses habits couleur de feu et de dorure, qui sont décrits par Sganarelle à l'acte 1, scène 1, par Pierrot, lorsque, après le naufrage, Pierrot raconte que ses valets sont venus, ils l'ont habillé tant de rubans, etc., raconte Pierrot. Et donc, un courtisan français, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce courtisan français, il ne peut pas se comporter en seigneur et cervelé qui tue, ou il doit se comporter en courtisan français. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où Molière décide qu'il ne viole plus, donc il n'y a plus d'Onana, elle n'a plus d'intérêt, le commandeur, il ne sert plus à rien, donc ne l'ai-je pas bien tué? Ça a été un duel officiel, quasiment officiel, 6 mois plus tôt, et donc, parce qu'il faut bien qu'il revienne, le commandeur. Il a bien été tué par Don Juan, mais il ne vient pas se venger, il vient répondre à la provocation de Don Juan qui se moque de sa statue, etc. Et donc, il se retrouve avec un palais au début. Qu'en faire? Eh bien, il en fait un palais comme le palais du Luxembourg, qui était un lieu de promenade pour la haute aristocratie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il a l'idée géniale, puisque ce personnage-là ne tue plus, ne viole plus, mais évidemment, il est toujours mu par son désir vis-à-vis des femmes. Comment lui faire exprimer son désir vis-à-vis des femmes? Et c'est la fameuse tirade de l'apôtre de l'inconstance qui rêve de s'élancer à la suite de toutes les femmes du monde. Eh bien ça, Molière décalque, je dis bien décalque, l'élégie 4 du livre 2 des Amours d'Ovide, dans laquelle Ovide raconte très exactement cela, comment son désir l'emporte, comment il aimerait pouvoir séduire toutes les femmes de Rome, etc., etc. Et il faut savoir que Ovide, c'est pas l'homme des métamorphoses, là, qu'on apprend dans les écoles à l'époque. C'est l'homme des amours et des remèdes aux amours, qui est une des lectures privilégiées dans les salons, précisément. Et au XVIIe siècle, quand on voulait dire c'est un Don Juan, quand on dit aujourd'hui c'est un Don Juan, on disait c'est un Ovide.
Parce que on s'appuyait justement sur ça. Et donc voilà cette image que tout d'un coup qui est complètement différente. On est à Paris en fait, même si ça se passe dans un lieu, une ville qui est près de la mer, enfin bref. Mais donc on est dans un lieu indistinct, mais on est à Paris. C'est pour ça, c'est ça qui transforme tout. Et du coup, ce qui va achever de faire transformer le personnage, c'est que après la mort de Molière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Armande commande à Thomas Corneille, grand versificateur devant Dieu, qui faisait souvent des versifications de pièces en prose, de mettre en vers la pièce de Molière, en l'édulcorant des passages les plus sulfureux, comme la scène du pauvre, où Don Juan veut faire jurer le pauvre, comme des scènes où les grandes discussions sur la médecine et sur la religion de l'acte 3, il les fait disparaître. Bref, il écrit une pièce en vers qui est représentée sous le nom de Le Festin de Pierre. Et quand on publie, après sa mort en 1682, la totalité de ses œuvres, donc des œuvres posthumes qu'il n'a jamais fait publier, le texte en prose du Festin de Pierre, pour le distinguer de ce qui est à l'affiche sous le nom de Molière, même si c'est Thomas Corneille qui l'a réécrit, c'est à l'affiche sous le nom de Molière, Le Festin de Pierre, en vers, version Thomas Corneille. Et donc, quand on publie, on réintroduit, on rebaptise la pièce Don Juan ou Le Festin de Pierre. Mais du coup, ça change la signification. Parce que là où Le Festin de Pierre, c'est l'histoire du retour de la statue qui vient punir le libertin, l'accent, le projecteur est mis sur le libertin lui-même et non pas sur son châtiment, et après avec Don Giovanni, ça va. Donc c'est ça que je veux dire. L'éclairage se met à être différent. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais deux points. On a parlé du rôle d'Agnès et comment de sotte elle devient pertinente, on va dire. La conception que Molière avait des femmes, il était effectivement sensible à leur accès à la connaissance, au fond à une forme d'émancipation. Est-ce que c'était quelque chose auquel il adhérait, si vous voulez, parce que dans l'époque, c'était quand même pas si fréquent que ça, il me semble. Et puis la deuxième, je vous la pose tout de suite, c'est quand même absolument étonnant et merveilleux comment Molière aujourd'hui, 400 ans après, est joué partout. J'ai vu qu'il avait été traduit en Wolof. Et là, alors que là, vous insistez sur le côté français, en venant d'expliquer le personnage de Don Juan, et comment les personnages de Molière, des précieuses ridicules à l'école des femmes, au misandre, traversent tout ça, peut être joué au Pakistan, peut être joué en Afghanistan, peut être joué au Sénégal ou ailleurs. Je trouve ça absolument étonnant. Et puis, troisième petite, le rôle... Non, mais si on reviendra, le rôle de la langue française. Oui. Qu'est-ce qu'elle... Molière est-il un autre génie de cette langue française qu'il arrive à modeler dans des situations si variées? Choisissez celle que... J'ai 2 minutes pour répondre. Non, vous avez plutôt 6 que 10, mais allez-y. D'abord, le Pakistan, je ne pense pas qu'on représenterait Tartuffe. On y a joué. Et l'Afghanistan aujourd'hui. Ah non, pas Tartuffe. Mais on y joue. Non, mais je sais. Alors, je vais essayer de répondre à votre première question. Attendez, Les femmes. Oui. Alors, les femmes, il y a 2 choses à prendre en compte. D'une part, il vit dans un milieu où les femmes sont les égales des hommes. C'est-à-dire, dans une troupe de théâtre, les actrices ont la même voix au chapitre que les hommes, même si on voit bien qu'elles ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Par exemple, lorsque Molière, avec sa troupe, reçoit chez lui le 1er décembre ou le 2 décembre 2 peintres décorateurs pour passer commande de ces fameux décors de Don Juan, il n'y a que les hommes qui sont là et qui vont signer le contrat, etc. Les femmes ne sont pas là. Donc, mais pour tout le reste, elles ont voix au chapitre, elles ont voix aux décisions, puisque une troupe, s'ils sont 12, c'est 12 parts de la recette, et c'est 12 voix dans les discussions qu'il peut y avoir, même si quand on est face à un Molière, il est évident que l'aura qu'il avait, et ça, bon. Mais malgré tout, donc il y a déjà ce milieu. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, Molière joue pour un public privilégié avant tout, qui est celui des salons de la ville et de la cour, c'est-à-dire les mondains de la ville et de la cour, comme j'ai expliqué, qui s'interpénètrent. Et dans ces milieux-là, l'un des fondements de ces milieux-là, c'est que qui tient les salons? Ce sont les dames. Et qui réclame l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes? Qui critique le mariage catholique dont Molière va se moquer dans l'école des femmes? Parce que la femme est entièrement soumise à l'homme, selon ce qu'explique saint Paul. Qui réclame une éducation égale à celle des hommes? Qui, sorti de ces milieux-là, 25 ans plus tard,
lorsqu'elle sera devenue épouse du roi, Madame de Maintenon, va créer une institution qui va s'appeler Saint-Cyr pour donner justement une éducation équivalente aux filles de la noblesse, une éducation équivalente à celle qu'ont les hommes. Les seules femmes qui étaient bien éduquées à ce moment-là, c'était celles auxquelles le père libéral avait donné un précepteur. Sinon, on apprenait à lire, écrire, compter, tenir son ménage, même chez les grandes dames, etc. Et donc, heureusement, comme elles savent, on leur apprend bien à lire, leur instruction se fait à travers les romans, notamment les grands romans fleuves de Mademoiselle de Scudéry, dans laquelle, quand on les lit, ça se passe chez le grand Cyrus ou chez les Romains à travers Clélie, eh bien, en fait, c'est la vie des salons. Et on s'aperçoit que ce qui est réclamé, c'est précisément l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que Molière, il était intimement persuadé lui-même dans la mesure où il va se moquer des femmes savantes? Alors, c'est la satire des pédants, au mode féminin. Mais quand même, Henriette, elle réclame un peu une modestie et un refus du savoir qui est un peu étonnant. Mais je pense que tout ça, c'est parce qu'il faut faire un jeu d'opposition. Et que le problème de Molière, pour savoir exactement ce qu'il pensait, c'est que c'est un homme de théâtre, au sens, et un compositeur de dialogue et de controverse, d'opposition entre les personnages, et que donc, il fabrique ses œuvres, et les idées, elles ne sont pas toujours les siennes, quoi. Il utilise des idées dont il a besoin. Mais je pense que, vu les milieux qu'il fréquentait et sa troupe, il était favorable à l'émancipation. Oui, bien sûr. Georges Forestier, je vous remercie beaucoup. Votre livre, votre biographie de Molière est donc paru chez Gallimard et comme nos auditeurs ont pu l'entendre, c'est une lecture qui devrait occuper normalement une bonne partie de l'été de ceux qui nous auront entendus ce matin. Je vous remercie.